Le rhum, symbole de la culture martiniquaise et guadeloupéenne à travers le monde, s'inscrit dans une tradition ancienne et un passé douloureux. Comment parler du rhum sans évoquer la canne à sucre? Originaire de la Nouvelle-Guinée, elle a été cultivée dans le sud-est asiatique, puis dans le bassin méditerranéen, à Madère, et enfin au large des côtes africaines, au Cap-Vert, où des esclaves africains y sont exploités dans les plantations par les planteurs portugais. Partis à la conquête de l'Amérique, les colons européens y introduisent la canne à sucre. Les premières grandes plantations sucrières se situent au Brésil. Le premier convoi d'esclaves africains arrive au Brésil dès 1526 et le Brésil devient tristement le plus grand importateur d'esclaves des Amériques tout au long du XVIIe siècle. Le travail dans les champs de canne à sucre est particulièrement pénible et intense, travail du lever au coucher du soleil, rythmé à coups de fouet. Les membres des esclaves sont souvent coupés et marqués par des brûlures durant les opérations de broyage et de cuisson des cannes. En 1654, des colons juifs hollandais, chassés du Brésil par les Portugais, arrivent aux Antilles, accompagnés d'une centaine d'esclaves et introduisent des méthodes brutales de production sucrière. La consommation de nouvelles boissons en Europe, comme le chocolat, le café et le thé, entraîne une augmentation de la consommation de sucre. La traite négrière s'intensifie. La Martinique et la Guadeloupe deviennent des îles à sucre. Cette monoculture coloniale d'exportation façonne les paysages de ces deux îles, comme on peut le voir jusqu'à aujourd'hui. Pour être exploités, les champs de canne à sucre sont brûlés avant la coupe pour détruire les mauvaises herbes et permettre aux esclaves d'accéder plus facilement aux tiges des cannes. Une fois coupées, les cannes sont acheminées par des bœufs vers des moulins à eau ou à vent pour être broyées. Le jus extrait est apporté dans les sucreries pour y être évaporé. On obtenait alors un sirop qui, chauffait, formait des cristaux de sucre. C'est lors de cette fabrication que le tafia, ancêtre du rhum, a été découvert. Cette eau de jus de canne était obtenue au moment de la distillation des déchets provenant de la fabrication du sucre. Le goût est amer et l'odeur peu agréable. Le verre de tafia est alors considéré comme une récompense à destination des esclaves en fonction du mérite selon le travail rendu. En tafiatet est encore aujourd'hui une expression créole qui évoque une personne qui aime le rhum. Mais revenons à l'histoire. Le père missionnaire Jean-Baptiste Labat va permettre le perfectionnement du processus de fabrication du tafia. La qualité du rhum s'améliore. Les négociants commencent à les vendre en Europe et en Amérique du Nord. Parallèlement, à la fin du XVIIIe siècle, on assiste à des révoltes de plus en plus violentes des esclaves. En août 1789, dans la ville de Saint-Clair en Martinique, et entre 1790 et 1793, en Guadeloupe, à Saint-Anne notamment. La révolution haïtienne constitue cependant la première révolte d'esclaves réussie. Commencée en 1791, elle s'est terminée en 1804 avec l'obtention de l'indépendance de l'île, soit 44 ans avant l'abolition de l'esclavage en Martinique et en Guadeloupe. À la fin du XIXe siècle, face à la concurrence du sucre et de betterave, les planteurs sont contraints de se convertir à la fabrication d'un nouveau rhum. Il s'agit du rhum agricole, le rhum habitant, qui est produit à partir du pur jus de canne, le vésou, en dehors de toute confection de sucre. Contrairement au rhum dit traditionnel, produit à partir de la mélasse, un produit raffiné du processus de production de sucre. La distinction entre ces deux types de rhum est toujours d'actualité. 5% de la production mondiale fabrique du rhum à partir du pur jus de canne à sucre, principalement dans les Antilles françaises, en Guyane, Haïti et la Réunion, et 95% à partir de la mélasse, résidu de fabrication de sucre. Qu'il s'agisse du rhum traditionnel ou du rhum agricole, il se subdivise en trois catégories identiques. Le rhum blanc, qui a des notes fruitées et florales, il s'agit d'un rhum puissant. Le rhum ambré ou rhum paille, qui fait l'objet d'une maturation de 12 à 18 mois dans des fûts de chêne, ses notes aromatiques sont boisées et épicées. Les rhums vieux, qui se caractérisent par leur excellence et leurs notes dominantes, boisées, fruitées ou épicées. Ils sont vieillis en fût de chêne pendant au moins 3 ans. Par ailleurs, aujourd'hui, seul le rhum agricole de Martinique bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée. Ce label est un véritable gage de qualité car il suit un cahier des charges très strict. Le rhum est aujourd'hui indissociable de la culture martiniquaise et guadeloupéenne, qu'il s'agisse de la cuisine, de la pâtisserie, des remèdes rasiers ou de sa simple consommation, seule en cocktail, punch ou tiponche.